cette loi ne s'appliquera pas aux hommes du pouvoir d'abord, comme vous le dites. La preuve, je viens de recevoir le message d'un ami journaliste qui m'indique qu'un des députés du RDR demande aux Djoula, voilà l'expression qu'il utilise, de soutenir Alassane Ouattara parce que c'est eux qui constituent la base d'Alassane Ouattara. Dans un pays sérieux, un monsieur comme ça, normalement, il doit être poursuivi pour tribalisme, criard, pour division du pays, avec des propos comme ça. Vous voyez Amadou Soumaoro, le monsieur du RDR, qui va à un meeting et qui parle malinqué, qui parle Djoula à un meeting. Et ce monsieur n'est pas poursuivi. Voyez-vous, un meeting à Abidjan, ce n'est pas un meeting dans un village. Encore que le monsieur serait en tournée dans une zone rurale, qui est considérée comme une zone où les gens ne parlent pas la langue française et qui est exclusivement une zone Djoula. Parler Djoula dans une pareille zone, ça peut se comprendre. Mais quand vous appelez tous les citoyens ivoiriens à un meeting, et d'ailleurs vous appelez ça un meeting de soutien à Alassane Ouattara, qui a été d'ailleurs un fiasco, quand vous appelez tous les citoyens ivoiriens à un meeting à Adjamé, un village hébrié, et que là-bas vous commencez à parler Djoula, c'est déjà un signe de mépris pour les gens des autres ethnies qui sont là. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore désigné une de nos langues. Et nous sommes fiers de nos langues africaines. Mais pour l'instant, on n'a pas encore désigné une de nos langues comme la langue officielle du pays. Voilà. Et donc, on ne peut pas à un meeting parler la langue, une langue au détriment des autres. Si tu parles Djoula, parle Baoulé, parle Hébrié, parle Guéré et autres, pour les autres qui sont là, si tu les respectes vraiment. Mais c'est un manque de respect. Voilà. Et ces gens... Ce genre de personnes-là, c'est eux-là qui divisent le pays. C'est eux qui manipulent les gens sur la base tribale. C'est eux-là qui prennent en otage des communautés ethniques et des communautés religieuses pour se servir de ces communautés-là comme boucliers de protection à l'abri. Donc, des boucliers à l'abri desquels ils pillent tranquillement les ressources et les richesses du pays. Voyez-vous, et ce sont des personnes à combattre. Donc, ce jeune homme-là, qui est allé tenir ses propos pour demander aux Djoula de soutenir Alassane Ouattara. Mais normalement, ce sont des gens qui doivent être poursuivis, mais il ne sera pas poursuivi parce qu'il est au pouvoir. Donc ces lois ne sont pas faites pour tout le monde. Ce sont des lois dressées, taillées contre une catégorie de personnes. Voilà. Doumbia Major dit qu'il va venir à Abidjan. Bon, on n'a rien contre lui. On ne peut pas sortir de dossiers contre lui. Ils ont tenté d'aller l'accuser au Congo. Des tentatives de coup d'État, ça a échoué. Où on dit qu'il allait pour recruter des mercenaires, il pensait avoir mis la main sur lui et qu'on le mettrait directement en prison en lui collant ce chef d'accusation-là sans qu'il ait le moyen de se défendre. Voilà. Donc, ce genre de personnes-là, on n'a rien contre eux. Parce que, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'Alassane Ouattara peut avoir contre moi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai jamais tué quelqu'un en Côte d'Ivoire. J'ai jamais volé l'argent de quelqu'un dans mon pays. Voilà. Et donc, des gens comme ça qui ont une posture de leader d'opinion, qui alertent, qui lancent des alertes, qui éveillent la conscience du peuple, il faut trouver les moyens de faire taire ces personnes-là. Voilà. Contre les gens contre lesquels on taille de pareilles lois. Pour dire s'il arrive ici, bon, on trouvera le moyen de le mettre au frais. Comme ses amis, les Samba David et autres. Voilà donc l'objectif de ces lois-là. Donc, chers compatriotes, je vous le dis, il faut combattre ces lois liberticides. Et nous devons être d'accord sur ça. Et en effet, il a divisé le pays avec ses histoires de Djoula. Et moi, je vais vous le dire sincèrement, chers frères. Vous savez, il y a certains qui me disent, Doumbia, vous avez soutenu Ouattara à un moment donné de l'histoire. Et donc, on ne comprend pas que vous vous dressez aujourd'hui contre Ouattara. Je me dresse contre Ouattara parce que je ne suis pas tribaliste. Parce que je ne suis pas un haineux. Voilà. À un moment donné, on a dit Ouattara, il a été victime d'un certain type de discours, d'exclusion et tout ça. On s'est dit, bon écoutez, si ce discours-là est dominant dans le pays, si ce discours-là continue de circuler dans le pays, peut-être que si un pareil monsieur
qui a été lui-même ou qui s'est dit avoir lui-même été victime. Les gens sont allés jusqu'à déterrer, n'est-ce pas, le cercueil de sa mère et tout ça. On s'est dit, avec tout ce qu'il a vécu, c'est quelqu'un qui aura l'intelligence de dire plus jamais ça. Parce que lui-même, il a souffert de ça dans sa chair. Mais quand quelqu'un qui a souffert d'un mal, au lieu de combattre ce mal-là, reproduit ce mal, ça veut dire qu'on n'a pas atteint un certain niveau de sagesse suffisant pour, n'est-ce pas, diriger un pays. Quand vous avez souffert de la discrimination, vous avez souffert du racisme, vous ne reproduisez pas le racisme. Et d'ailleurs, c'est en cela que certains de nos compatriotes qui sont à l'étranger, qui vivent l'exclusion, qui vivent le racisme, c'est pourquoi souvent je suis choqué de voir que ces compatriotes-là tiennent eux-mêmes des discours xénophobes, autochtonistes, tribalistes et tout ça sur Facebook, sur des forums, des forats. Alors je me dis, mais ces gens qui sont sortis du pays, qui ont vu plus que les autres, comment se fait-il que toi qui es sorti, qui a même été parfois victime de racines, tu peux devenir toi-même, ou tu peux garder encore en toi des élans de ce type-là, qui ne sont rien d'autre que des élans, des pulsions des gens qui ne sortent pas de chez eux. Mais quand tu es sorti, la sagesse voudrait que ce que tu as vécu comme douleur, tu ne le fasses pas vivre aux autres. Que tu deviennes plus sage, plus tolérant. Que tu appelles à une société de justice. Voilà. Et donc, c'est un peu ça. Nous sommes donc choqués. Et moi, et vous connaissez mes positions. Je suis choqué donc que Ouattara, aujourd'hui, et SSB, comme ce jeune homme qui parle de Djoula, viennent maintenir la division du pays, amplifier les clivages, prendre en otage des groupes ethniques et se servir d'eux comme bouclier de protection pour continuer le pillage du pays. Ça, je ne l'accepte pas. Et mon combat a toujours été un combat pour l'unité de la nation. Vous le savez. Mon combat a toujours été un combat pour que nous soyons réconciliés. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que je voudrais être cette aiguille-là qui, n'est-ce pas, soude, coupe les tissus déchirés de la nation, le tissu social fragilisé de la nation. C'est cela, l'unité. Et l'unité a toujours été notre combat. Mais notre combat pour l'unité nationale n'est pas notre objectif final. Loin de là. C'est parce que nous savons que lorsque nous sommes divisés, on ne peut pas être développé. Donc, notre objectif, ce n'est pas l'unité. L'unité est un chemin pour atteindre notre objectif qui est le combat maintenant ensemble pour le développement de la nation. Pour relever les défis de la nation unis comme un seul homme. Voilà notre objectif. Et donc, notre combat contre les discours de division, c'est une étape dans notre combat global qui est un combat pour le bonheur, pour notre peuple, pour la redistribution des ressources, parce que nous estimons que dans ce pays, s'il est bien géré, si ce pays est bien géré, chacun peut avoir droit au bonheur, chacun peut avoir droit au minimum, chacun peut avoir droit au minimum pour satisfaire ses besoins de base. Et nous considérons donc ceux qui utilisent le discours tribal comme des gens méchants. Parce qu'à un certain niveau politique, tu ne peux pas dire je ne sais pas. Tu ne peux pas dire tu ne connais pas les mécanismes de manipulation des gens avec le discours ethnique. C'est faux. Quand tu le fais, c'est prémédité. Quand tu le fais, c'est planifié. Et donc les Ouattara, les Amadou Soumaoro et consorts qui utilisent ce discours tribal-là, c'est planifié. Ils ne veulent que vous diviser. Mais moi, je vais le dire aux jeunes Malinké, aux jeunes Djoula. Vous, chers frères, chers compagnons, chers camarades. Mais la réalité, c'est que vous devez savoir une chose. Ce discours de dire, nous les Djoula, on soutient telle personne, c'est un discours de manipulation. C'est un discours de manipulation. C'est qui dit, nous les Djoula?
Regardez-les, est-ce que entre eux là, ils sont tous des Djoula unifiés? Quand vous regardez leur clan là, leur clan avec lequel ils volent le pays, c'est un clan de quoi? C'est un clan de Djoula? Non, c'est faux. Je vous le dis. Les Anne Ouloto, les Amontano, il y a même des blancs dedans, les Philippe Serret, ou je ne sais pas quoi, Eiffel, et tout ça. Mais c'est une sorte de conglomérat multi-ethnique et multiracial. Mais c'est un conglomérat qui vous utilise pour piller le pays en vous manipulant sur la base émotionnelle avec l'ethnicité, avec la religion. Il y a des gens qui crient, nous les Djoula, nous les musulmans, mais tu vas voir chez eux, il ne faut même pas aller 5 prières. Il y en a qui refusent même d'aller à la Mecque, parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans le discours de la Mecque. Ils n'ont des Djoula ou des musulmans que des noms. Mais ils vous manipulent avec les discours d'altérité. Nous et puis les autres. Nous et les autres. Et on vous dresse contre les autres. On vous fait croire que les autres veulent vous tuer. Mais c'est faux. Personne ne veut tuer qui que ce soit. Parce que les Ivoiriens ont compris que ce discours de manipulation-là, introduit depuis, avec Bédier, avec l'ivoirité, qui a divisé les Ivoiriens, ce discours-là ne peut créer que le chaos dans notre pays. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont prêts à vivre ensemble. Quand ils se croisent dans les rues, ils s'embrassent. Quelle que soit leur ethnie, ceux qui maintiennent la division aujourd'hui, ceux qui font aujourd'hui que les gens ne peuvent pas se réconcilier, ce sont ces hommes politiques-là qui vivent de notre division. Mais vous, je vous le dis, et c'est la vérité. Vous êtes à Bobo, vous êtes à Boribana, vous êtes dans les Yaosei, vous êtes dans les Sikoji, vous êtes en train de vivre chaque jour la misère. Mais cette misère que vous vivez, qui sont les auteurs, les responsables de cette misère? Qui sont ceux qui vous privent de tout, de l'eau, de la santé, de l'éducation pour vos enfants? Alors qu'eux-mêmes vivent dans un luxe insolent. Qui sont ces personnes? Ce sont ceux qui disent qu'ils sont Djoula avec vous. Mais eux, ils sont dans la richesse. Pas une richesse parce qu'ils ont un talent spécial, parce qu'ils ont des plantations, ou parce qu'ils ont des entreprises, ou des industries. Non, parce qu'ils volent les richesses du pays dont vous avez droit, auxquelles vous avez droit. Pardon. Ils vous privent de ces richesses. Ils vous privent de ce qui doit servir pour votre bien-être. Et ils vous dressent les uns contre les autres. Ils vous prennent en otage. Ils font de vous leur bouclier de protection. Non, et si on perd le pouvoir, on va aller tous en exil. Qui va aller en exil? Moi, je vais aller en exil. Toi qui es à Bobo, tu vas aller en exil où? Personne n'ira en exil. C'est eux qui iront en exil. C'est eux qui iront en exil parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Ils savent les trous qu'ils ont creusés dans le compte de l'État. Et donc, ils iront en exil. Parce qu'ils auront suffisamment volé, ils seront obligés de fuir et de ne pourront pas justifier de cet enrichissement illicite. C'est pourquoi ils fuiront pour aller en exil. Mais vous n'irez pas en exil. Chers frères, chers compatriotes, eux là, ils volent les deniers publics et vous maintiennent dans la misère. Eux ne sont pas vos alliés. Bictoro n'est pas votre allié. Quelqu'un qui a tous les marchés publics. Pendant que vous êtes là, vous pouvez faire votre entreprise. On ne va jamais vous donner un marché public. Lui là, il est votre allié. Il va aller à Bobo pour vous dire allons défendre Alassane Ouattara et vous allez aller le suivre. Mes chers frères, si vous suivez un pareil individu, c'est que vous avez un problème. Je dirais plutôt que j'appellerais ça du masochisme. Mais non, ce n'est pas un de vos alliés, c'est un ennemi de classe pour vous. Parce qu'il s'est mis dans une catégorie et vous êtes dans une autre catégorie. Et il vous méprise en réalité. Il ne vous aime pas. Ils sont contre vous. Ils sont contre votre bonheur. Ils sont contre le bonheur de vos enfants. Pendant ce temps, ils volent votre argent, ils s'enrichissent et leurs enfants sont ailleurs. Ils vous disent, allez-y combattre les mutins, les mains nues. Pendant ce temps, eux, ils sont cachés. Pendant ce temps, leurs enfants sont cachés. Les enfants qu'ils appellent les enfants chocos. Eux là, ils n'ont pas le droit d'aller se salir dans la poussière. C'est vous qui devez aller dans la poussière, affronter vos propres frères mutins. Et puis, on va vous tuer, comme on dit, cadeau. Voilà 4 qui sont morts en suivant les mots d'ordre idiots de ces personnes-là. Qu'est-ce qui s'est passé? 4 morts.
Mais ils sont allés discuter après pour donner ce qu'ils avaient à donner aux jeunes. Et vous êtes morts gratuitement. Donc, chers frères, pour poser la chose clairement, je voudrais vous dire que vous devez identifier vos véritables ennemis. Vos véritables ennemis, ce n'est ni le Bété, ni le Baoulé, ni le Guéré, ni le Yacouba, ni le Brié, ni le chrétien, ni le bossoniste, l'animiste. Non, vos ennemis, c'est ceux qui s'enrichissent, ceux que vous voyez circuler avec le cortège, pendant que vous êtes dans la misère. Alors que ces cortèges-là, c'est votre argent. Ceux qui payent des hélicoptères pendant que vous n'avez pas 3 repas par jour, que vous n'arrivez pas à vous soigner avec votre argent, c'est eux vos véritables ennemis. Ceux qui pètent le champagne, qui savent le champagne au palais, pendant que vous n'arrivez pas à avoir le minimum pour vous soigner dans les hôpitaux. Comment tu peux aller acheter des hélicoptères dans un pays alors que les gens meurent de crise cardiaque, ils n'ont même pas de tensiomètre dans les hôpitaux. Aujourd'hui, on ne peut même pas poser un pacemaker à un hôpital à Korogo. Le monsieur, il a une insuffisance cardiaque, on ne peut pas le soigner, il doit mourir. Et vous dites, vous aimez le pays, vous aimez quel peuple? Vous aimez qui? Voilà, chers frères, chers compatriotes, ceux qui sont vos ennemis. Je voudrais avec vous les identifier. Ils ont peur de moi parce que je dis la vérité. Ils ont peur de moi parce que je vous indique qui sont vos ennemis. C'est pourquoi ils prennent des lois farfelues en se disant, celui-là, s'il arrive ici, il va se taire. On va le mettre au frais. Mais vous vous trompez. Vous allez mettre qui au frais? Moi? Non, vous vous trompez. Aujourd'hui, grâce au génie de la technologie, on arrive à se parler sans être sur le même territoire. Alors, chers frères, chers compatriotes, je vais vous indiquer vos ennemis. Je vais vous indiquer vos véritables adversaires. Vos véritables adversaires, ce n'est pas vos frères d'ethnie différents ou de religions différentes. Nous devons bâtir ensemble une nation forte. Une nation unie, réconciliée. Aujourd'hui, vous voyez, on a certains frères qui sont dans les prisons, qui meurent, enchaînés. Oui, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord qu'on enchaîne des prisonniers, parce que les prisonniers, ils ont des droits. Je ne vais pas faire la passe à Gbagbo, parce qu'il aurait pu changer les lois qui font qu'on n'enchaîne pas quelqu'un en prison. On peut mettre un policier devant une porte d'hôpital, 2 policiers. On n'est pas obligé d'enchaîner les gens, forcément. On n'est pas obligé de maltraiter les gens en prison jusqu'à ce qu'ils meurent. Le camarade Laurent Gbagbo, comme on l'appelait dans son temps, aurait pu changer cette loi. Ça n'a pas été changé. Ouattara, qui est au pouvoir, qui lui-même a crié partout avec ses journaux patriotes et autres, quand Blé avait été enchaîné par le régime de Gbagbo, de Bédié. Lui, on pensait qu'il allait changer cette loi, il n'a pas changé cette loi. Aujourd'hui, certains de nos frères, ce sont des Ivoiriens qui sont dans les prisons, qui meurent, sont maltraités. Ils sont là, certains n'ont tué personne. Samba David n'a tué personne. Il est en prison pour ses idées. Il est en prison pour ses opinions. Et ça, on ne peut pas accepter. Trouble à l'ordre public. Il y a des gens qui ont troublé l'ordre public de manière massive avec des armes. Ces personnes ne sont pas en prison. Quelqu'un qui prend un mégaphone pour dire aux gens, je ne suis pas d'accord avec la Constitution, on le prend, on le met en prison. La justice décide que Samba David fasse 6 mois de prison. Aujourd'hui, depuis le mois de mars, il devait être libéré, mais Ouattara le maintient quand même en prison au-delà de la période définie par la justice. Ça, c'est une dictature. C'est un régime de dictature. Et une dictature doit se combattre. Chers frères, chers compatriotes, en vérité, je vous le dis, une dictature se combat. Oui, parce qu'une dictature n'est pas un régime qui comprend le sens de la rationalité. N'est pas un régime d'intelligibilité. Ce n'est pas des gens avec lesquels on parle et ils comprennent. Parce que
Leur régime s'appuie sur la violence, la force, l'injustice, l'inéquité. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Il faut les combattre. Il faut les combattre. Il faut les combattre.